17 ans se sont écoulés depuis la disparition de Madeleine McCann, âgée de 3 ans, et pourtant son nom continue de résonner aux quatre coins de l'univers du true crime. C'est une affaire qui refuse de s'estomper, qui est devenue un symbole obsédant de questions sans réponse et de suspicions tenaces. Les dossiers officiels s'étendent sur des milliers de pages, des suspects sont apparus et ont disparu. Mais la vérité reste cachée dans l'ombre. Et à mesure que les années passent, la frontière entre les faits et la spéculation s'estompe davantage à chaque nouvelle narration. Parmi les nombreuses figures qui sont entrées dans cette tempête, un homme est devenu une présence particulièrement provocante. Son nom est Darren Stanton, un ancien officier de police qui a quitté les rues de Nottingham et de Derby pour maîtriser un champ de bataille bien plus subtil, le langage caché du comportement humain. Pour les médias et le public, il est devenu connu sous le nom de détecteur de mensonges humains, un homme qui affirmait pouvoir voir ce que les autres manquaient, des gestes, des expressions, des lapsus qui révélaient des fissures sous des mots soigneusement choisis. Lorsque Stanton a tourné son regard vers les interviews des McCann, le monde a écouté. Il n'a jamais accusé, n'a jamais montré du doigt la culpabilité, mais il a répété une phrase qui résonnerait plus fort que n'importe quel titre. Quelque chose ne va pas du tout. Pour ceux qui étaient déjà suspicieux, ces mots sonnaient comme une confirmation. Pour les défenseurs de la famille, il semblait être une insinuation cruelle. Et au milieu de tout cela, le mystère de Madeleine elle-même est devenu encore plus complexe. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une enfant disparue, ni seulement celle de parents en deuil. C'est aussi l'histoire de la façon dont les observations d'un seul homme sur le langage corporel ont allumé un brasier qui a divisé l'opinion à travers le monde. Comment un regard fugace, un hochement de tête trop léger pour être remarqué, ou un seul mot au passé peut-il devenir une preuve devant le tribunal de l'opinion publique? Et plus important encore, le corps peut-il révéler ce que la voix refuse d'admettre? Avant que Darren Stanton n'apparaisse à la télévision ou dans les gros titres, il était un officier de police en uniforme, patrouillant dans les rues de Nottingham et de Derby. Ses premières années dans les forces de l'ordre ont été remplies de rencontres qui mettaient à l'épreuve l'instinct d'une personne, des disputes domestiques qui pouvaient dégénérer en violence sans avertissement, des suspects qui juraient leur innocence tandis que leurs yeux trahissaient quelque chose de non dit, et des interrogatoires où la différence entre la vérité et le mensonge pouvait déterminer la justice. C'est dans ces situations tendues, en face à face, que Stanton a commencé à remarquer quelque chose que les autres ignoraient. Les gens mentèrent avec des mots, mais leur corps les trahissait souvent. Un suspect pouvait calmement dire « je ne l'ai pas fait », tout en tirant nerveusement sur sa manche. Une victime pouvait insister sur le fait qu'elle allait bien, mais ses mains tremblantes racontaient une autre histoire. Pour Stanton, cette divergence est devenue une fascination. Au fil du temps, la fascination s'est transformée en spécialité. Il a laissé derrière lui les patrouilles de rue et s'est jeté à corps perdu dans l'étude de la psychologie, de la communication non verbale et de la ligne fragile où la parole consciente entre en collision avec les fuites subconscientes. Sa transition a été dramatique mais étrangement naturelle. Des rapports de police et des interrogatoires. Il est passé au monde plus vaste de l'analyse comportementale. Les médias l'ont rapidement remarqué. Les producteurs ont vu en lui non seulement un ancien officier, mais quelqu'un qui pouvait traduire des signaux cachés en langage clair pour le public. Les apparitions télévisées se sont succédées, émissions matinales, émissions spéciales sur le crime et même des émissions politiques. Stanton a décortiqué le calme rigide de Rupert Murdoch pendant le scandale des écoutes téléphoniques, a démêlé la rhétorique enflammée de Donald Trump et a lu le langage corporel du prince Harry le jour de son mariage. Dans chaque cas, son commentaire a offert aux téléspectateurs ce qu'ils désiraient, le sentiment qu'au-delà des déclarations polies et de la formation aux médias, une vérité humaine transparaissait toujours. La presse l'a surnommé le détecteur de mensonges humains, une étiquette à la fois flatteuse et dangereuse. Elle suggérait un don surhumain, bien que Stanton lui-même ait toujours réfuté ce mythe. Il insistait sur le fait que son métier n'était pas de la magie, mais de l'observation. Des décennies à entraîner l'œil à voir ce que la plupart ignorent. Son rôle n'a jamais été de condamner ou d'absoudre, mais de souligner les fissures, la dissonance, les signaux troublants que les mots seuls ne pouvaient expliquer. Au moment où on lui a demandé de commenter l'affaire McCann,
Stanton s'était déjà forgé une réputation d'expert en matière de tromperie parmi les plus reconnus de Grande-Bretagne. Mais cette affaire allait se révéler différente de toutes les autres. Elle l'entraînerait non seulement dans le mystère d'une enfant disparue, mais aussi dans un débat mondial où chaque geste pourrait être traité comme une preuve et chaque phrase pourrait déclencher une tempête. Au cœur du travail de Darren Stanton réside une idée unique et puissante, l'incongruité. C'est le moment où les mots empruntent un chemin, tandis que le corps dévie dans un autre. Stanton la décrit souvent comme une fracture entre le conscient et le subconscient, la voix récitant une histoire répétée, tandis que le corps laisse échapper une vérité différente. Imaginez un homme devant la caméra, niant toute faute avec un ferme « non », mais au même instant, sa tête donne le moindre hochement d'affirmation. Ou imaginez une femme insistant sur le fait que son enfant est vivant, mais glissant inconsciemment au passé, disant « était au lieu de est ». Pour l'oreille non avertie, ces moments pourraient passer inaperçus. Pour Stanton, ce sont des alarmes, les petites fissures qui signalent quelque chose de plus profond sous la surface. Il explique que les mots peuvent être sculptés et polis. Ils peuvent être entraînés par des avocats, affinés par des conseillers médiatiques ou répétés en privé, jusqu'à ce que chaque syllabe semble convaincante. Mais le corps résiste à ce contrôle. Il trahit des signaux fugaces, des micro-expressions qui ne durent pas plus d'un clin d'œil, des gestes d'auto-apaisement comme toucher le visage ou croiser les bras, ou même le rythme de la respiration sous le stress. Ce sont ce que Stanton appelle des fuites, le subconscient se révélant malgré un effort conscient de le dissimuler. La plupart d'entre nous, dit-il, reconnaissent l'incongruité même sans connaître le terme. C'est ce pressentiment que quelque chose ne colle pas, quand une histoire semble bien, mais nous laisse mal à l'aise. Le rôle de Stanton est de donner un langage à ce malaise, de le présenter non pas comme de la superstition, mais comme la psychologie humaine à l'œuvre. Il met également en garde contre la simplification. Chaque tic nerveux n'est pas un mensonge. Le stress, le chagrin ou la peur peuvent imiter la tromperie. Une main tremblante peut simplement refléter la pression. Mais lorsque les mêmes contradictions apparaissent encore et encore, lorsque les gestes, les expressions et le phrasé se heurtent à plusieurs reprises à l'histoire racontée, le schéma devient impossible à ignorer. Pour Stanton, l'incongruité n'est pas une preuve de culpabilité. Les tribunaux ne peuvent pas condamner sur la base d'un hochement de tête ou d'un lapsus de temps. Pourtant, insiste-t-il, l'incongruité est un drapeau jaune, un signe que les enquêteurs et le public devraient regarder de plus près. Elle ne répond pas au mystère, mais elle murmure que quelque chose de vital manque. Et nulle part, soutient Stanton, l'incongruité n'est apparue aussi crûment ou aussi constamment que dans les interviews de Kate et Jerry McCann. Leur affaire, déjà la disparition la plus examinée des temps modernes, deviendrait une scène où chaque geste, chaque phrase et chaque pause porterait le poids de la suspicion. Lorsque Darren Stanton a porté son attention sur les interviews de Kate et Jerry McCann, il n'a pas cherché de confessions dramatiques ou de gestes grandioses. Au lieu de cela, il s'est concentré sur les petites fissures, les signaux fugaces que la plupart manqueraient. Et ce qu'il a trouvé l'a troublé. Prenez Jerry McCann, par exemple. Dans de multiples interviews, Stanton a noté des moments où Jerry niait verbalement quelque chose, mais sa tête trahissait un subtil hochement de tête. Ce n'était pas une contradiction grandiose et théâtrale, mais une fuite délicate, des mots insistant sur « non », tandis que le corps murmurait « oui ». Stanton a décrit cela comme des fuites du subconscient, le genre de lapsus qui se produisent lorsque la vérité intérieure et la performance extérieure entrent en collision. Le discours de Kate McCann a révélé un autre schéma troublant. À plusieurs reprises, elle a parlé de sa fille au passé. Madeleine était. Pour la plupart des téléspectateurs, cela pourrait sembler être une erreur de grammaire ou une habitude née du chagrin. Mais pour Stanton, cela résonnait avec quelque chose de plus profond connu sous le nom de fuite linguistique. En linguistique forensique, le fait de désigner un enfant disparu comme s'il était déjà parti peut suggérer une acceptation inconsciente de la mort, même lorsque le récit conscient insiste sur l'espoir. Puis il y a eu les gestes. Encore et encore, Stanton a observé des comportements apaisants, des mouvements que les gens effectuent inconsciemment pour se calmer lorsque l'anxiété monte. Jerry se frottait le nez, touchait son visage, déplaçait sa mâchoire lorsque l'interrogatoire devenait intense. Kate portait sa main à sa bouche, se frottait les lèvres avec ses doigts,
ou croisait fermement les bras sur sa poitrine. Ce sont, a expliqué Stanton, des auto-apaisements, la façon dont le corps relâche la pression. Le moment de ces gestes l'a le plus frappé. Ils n'apparaissaient pas lors d'expressions de chagrin, mais surgissaient lorsque le couple était confronté à des questions directes sur la nuit où Madeleine avait disparu. Pour Stanton, ce n'était pas une coïncidence. C'était un schéma. Plus les intervieweurs se rapprochaient des détails cruciaux, plus leur corps hurlait l'inconfort, même si leurs mots restaient mesurés. Et puis sont venues les micro-expressions, ces éclairs d'émotions brutes qui traversent le visage en moins d'une seconde. L'un des moments les plus frappants s'est produit lorsque Kate a glissé au passé en parlant de Madeleine. À cet instant, Stanton a remarqué une micro-expression de tristesse brève mais indéniable. Les lèvres courbées vers le bas, les sourcils abaissés, les yeux se plissant de douleur. C'était du chagrin, mais un chagrin exprimé comme pour quelqu'un déjà perdu. Pour Stanton, aucun de ces signes ne constituait une preuve. Il a répété ce point encore et encore. Le langage corporel ne peut pas condamner. Il ne peut pas établir la culpabilité aux yeux de la loi. Mais il a soutenu que l'accumulation de signaux, les hochements de tête qui contredisaient les mots, les gestes apaisants synchronisés avec des questions cruciales, les lapsus linguistiques associés à des éclairs de chagrin, racontaient une histoire que les mots seuls ne pouvaient pas. Pour lui, les interviews des McCann n'étaient pas de simples conversations avec la presse. C'étaient des performances où le récit verbal insistait sur une vérité, tandis que les corps de Kate et Jerry laissaient échapper une autre. Et comme Stanton lui-même l'a conclu, cette contradiction ne pouvait pas être ignorée. Il ne s'agissait pas, selon ses termes, de les déclarer coupables. Il s'agissait de reconnaître que quelque chose indéniablement n'allait pas du tout. Si les gestes et les micro-expressions racontaient une histoire, le choix des mots des McCann en racontait une autre. Darren Stanton n'a pas seulement examiné le corps, il a aussi écouté attentivement le langage, les manières subtiles dont les gens construisent leurs récits. Et ce qu'il a entendu dans les interviews de Kate McCann l'a troublé. Dans un cas, Kate a déclaré « Je veux raconter ma version ». Pour la plupart, cela sonnait comme une remarque défensive, une tentative de reprendre le contrôle du récit face aux journalistes et aux critiques. Mais Stanton a signalé la formulation comme un drapeau rouge linguistique. Une version suggère une subjectivité. Cela implique que d'autres versions existent, d'autres perspectives, d'autres vérités possibles. Des parents innocents, a soutenu Stanton, parlent rarement en version. Ils s'accrochent aux absolus. Ceci est arrivé, mon enfant a disparu. Aidez-moi s'il vous plaît à la retrouver. En choisissant ma version, Kate semblait se distancier de la réalité brute, l'enveloppant plutôt dans un récit élaboré. Stanton a appelé ce phénomène « langage de distanciation ». C'est un outil psychologique que les gens utilisent pour se protéger de vérités insupportables ou d'une éventuelle culpabilité. La distanciation peut apparaître dans de petits changements, un pronom évité, un temps qui glisse ou un récit qui réoriente subtilement l'attention. Pour Stanton, le langage de distanciation était l'équivalent verbal des bras croisés, un bouclier. Encore et encore, il a observé les McCann déplacer le centre de gravité de leurs phrases de Madeleine vers eux-mêmes. Kate a dit « Nous avons été calomniés ». Jerry a dit « Nous avons souffert une douleur indescriptible ». Dans des interviews ostensiblement consacrées à leur fille disparue, le couple est revenu à plusieurs reprises sur nous. Le centre de gravité n'était pas « elle a besoin de nous », mais nous avons été lésés. Pour Stanton, ce n'était pas le langage naturel de parents dévastés consumés par la peur de perdre leur enfant. Cela sonnait plutôt comme la rhétorique d'individus très conscients de leur image publique, se positionnant soigneusement contre la suspicion. Il a cité le livre de Kate McCann, Madeleine, comme preuve supplémentaire. Commercialisé comme le témoignage d'une mère, il se lisait souvent davantage comme une défense structurée, détaillant la calomnie, les accusations et les atteintes à la réputation. Madeleine elle-même, bien que présente tout au long du livre, semblait parfois s'effacer en arrière-plan de l'épreuve de ses parents. Stanton s'est gardé de prétendre que cela révélait une tromperie, mais il a insisté sur le fait que cela révélait une incongruité, une autre fracture entre ce que l'on pourrait attendre de parents angoissés et ce qui était réellement dit. Pour lui, la dépendance des McCann au langage de distanciation n'était pas un détail neutre. C'était un autre drapeau jaune, un autre signe que le récit et les émotions qui le sous-tendaient n'étaient pas pleinement alignés.
Les mots eux-mêmes, à son avis, trahissaient une gestion prudente des apparences plutôt qu'un désespoir non filtré. Et une fois que le public a remarqué ce changement, une fois qu'il a compté combien de fois nous remplaçait elle, il a eu du mal à l'oublier. Ce que Stanton a mis en lumière n'était pas une preuve, mais un schéma troublant. Les mots censés protéger les McCann ont plutôt approfondi le doute public, laissant beaucoup se demander si leur langage révélait plus qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de le faire. Pour Darren Stanton, l'affaire McCann n'existait pas isolément. Pour comprendre l'incongruité, il examinait toujours les schémas à travers différentes enquêtes, où le langage corporel avait révélé des vérités cachées et où il avait induit en erreur. Deux exemples sont devenus centraux pour la façon dont il a contextualisé les McCann. Chris Watts aux États-Unis et une affaire de double meurtre en Inde. L'histoire de Chris Watts reste l'une des illustrations les plus glaçantes de l'incongruité que Stanton ait jamais évoquée. En 2018, Watts est apparu à la télévision, plaidant pour le retour en toute sécurité de sa femme et de ses deux jeunes filles. À première vue, il semblait calme, même coopératif. Il faisait face aux caméras avec des yeux fixes, prononçait des déclarations avec sang-froid et se présentait comme un mari désespéré cherchant des réponses. Mais Stanton et d'autres experts en comportement ont remarqué des contradictions flagrantes. Tout en professant son angoisse, Watts souriait légèrement. Alors qu'il suppliait pour le retour en toute sécurité de sa famille, il se tenait les bras tranquillement croisés, son ton étrangement détendu. Les mots criaient de l'urgence, mais son corps murmurait la tromperie. Quelques jours plus tard, le masque est tombé. Watts a avoué avoir assassiné sa femme et ses enfants. L'incongruité, évidente rétrospectivement, avait été la trahison obstinée du corps d'une vérité cachée. Mais Stanton a également rappelé au public le danger inverse, la mauvaise interprétation. Il a souvent cité l'affaire indienne dans laquelle une adolescente et un domestique ont été retrouvés morts au domicile familial. Les soupçons sont rapidement tombés sur la mère de la jeune fille. Lors d'interviews télévisées, elle est apparue rigide, défensive et inexpressive. Les analystes de l'époque ont qualifié son langage corporel de suspect, bras croisés, manque de contact visuel, discours haché. Pourtant, il est devenu clair par la suite que ces soi-disant signaux d'alarme étaient des habitudes de longue date, des traits culturels et des bizarreries de personnalité. Ils n'avaient rien à voir avec la culpabilité. Ce qui ressemblait à de la dissimulation était simplement la façon dont elle s'était toujours comportée. Ensemble, ces deux affaires sont devenues les outils pédagogiques de Stanton. Watts a montré comment l'incongruité peut trahir les vérités les plus sombres. La mère indienne a montré comment l'incongruité peut induire en erreur sans contexte. Ces deux histoires ont tempéré son analyse des McCann. D'une part, le volume pur d'incongruité qu'il a observé, des hochements de tête subtils, des fuites linguistiques, des gestes d'auto-apaisement, était supérieur à celui de la plupart des sujets innocents. D'autre part, il a reconnu la nécessité de la prudence. Les traumatismes, les différences culturelles et la pression médiatique incessante pouvaient créer des comportements qui imitaient la tromperie. Pour Stanton, la leçon était l'équilibre. Un seul geste apaisant ne prouve rien. Un glissement au passé peut simplement refléter le chagrin. Mais lorsque de tels signes apparaissent de manière répétée, constante, et surtout à des moments où les questions touchent au plus près de la vérité, ils ne peuvent être ignorés. Les McCann, a-t-il soutenu, ont montré une fréquence inhabituellement élevée de tels signaux. Pas une preuve, pas un verdict, mais suffisamment anormal pour exiger une attention. Lorsque les observations de Darren Stanton sur les McCann ont atteint le public, elles se sont propagées comme une traînée de poudre. Ces mots sont tombés dans un paysage déjà divisé, où la suspicion et la sympathie s'affrontaient depuis des années. Au moment où il a prononcé la phrase obsédante « quelque chose ne va pas du tout », le monde était prêt à s'en emparer. Pour ceux qui se méfiaient de Kate et Jerry McCann depuis le début, l'analyse de Stanton a semblé être une justification. Les sections de commentaires se sont remplies de soulagement. Enfin, quelqu'un de professionnel voit ce que nous avons toujours vu. Pour eux, Stanton n'était pas seulement un analyste, c'était le diseur de vérité qui avait osé suggérer ce que les autorités refusaient de dire. Ces phrases, en particulier ce refrain glaçant, sont devenues des cris de ralliement dans les forums en ligne,
cités comme des preuves dans un procès qui n'avait jamais eu lieu devant un tribunal. De l'autre côté, les partisans des McCann ont considéré son commentaire comme cruel et irresponsable. Ils ont soutenu que Stanton avait alimenté les théories du complot, qu'il avait transformé des parents endeuillés en objets de divertissement public. Le langage corporel n'est pas une science, ont écrit les critiques. Ce n'est que de la conjecture déguisée en expertise. Pour eux, les observations de Stanton n'étaient rien de plus que de la spéculation. Et en leur offrant une scène, les médias avaient approfondi une tragédie déjà insupportable. La presse a amplifié la division. Les tabloïds ont publié des titres qui déformaient les mots prudents de Stanton en insinuations directes. L'expert en langage corporel affirme que les McCann cachent quelque chose. La nuance a disparu dans la course au sensationnel. Sa phrase prudente, un avertissement, pas un verdict, est devenue une arme contondante, brandie par les deux côtés du débat. Les partisans des McCann ont rejeté la couverture comme manipulatrice. Les sceptiques s'y sont accrochés comme une validation. De cette tempête ont émergé 3 théories dominantes, alimentées par l'analyse de Stanton. La première était l'idée d'une dissimulation, que les parents cachaient quelque chose, qu'il s'agisse de négligence, de connaissance d'un accident ou de quelque chose de plus sombre. La deuxième théorie suggérait un accident, que Madeleine était morte dans l'appartement par malchance, peut-être une chute ou une overdose, et que la panique avait conduit à la dissimulation. La troisième théorie était plus subtile, la notion de confession implicite. Les critiques ont souligné le choix des mots de Kate, son accent sur nous plutôt que sur elle, et ses glissements répétés au passé comme des aveux subconscients d'une vérité qu'elle n'osait pas exprimer. Stanton lui-même n'avait jamais cautionné aucune de ces théories. Il n'avait fait que pointer l'incongruité. Mais ces mots ont créé un terrain fertile pour la spéculation. Pour les sceptiques, ils étaient une preuve. Pour les défenseurs, ils étaient un poison. Et pour Stanton, ils sont devenus un rappel de l'épée à double tranchant qu'il portait. Le pouvoir de révéler la dissonance et le péril de la façon dont les autres l'interpréteraient. Alors que les commentaires de Stanton continuaient de résonner à travers les interviews, les articles et les débats en ligne, une question plus vaste a émergé. L'analyse du langage corporel est-elle vraiment une science ou est-ce un art fragile, dangereusement ouvert à l'interprétation? Les partisans de Stanton ont souligné ses 2 décennies d'expérience. Ils ont évoqué son passé d'officier de police, ses innombrables heures d'interrogatoire et sa réputation de professionnel sollicité par les médias et les forces de l'ordre. Pour eux, le langage corporel n'était pas de la conjecture mais un outil, un système d'alerte précoce capable d'exposer les mensonges ou les incohérences avant qu'ils ne soient prononcés. Les sceptiques, cependant, ont réagi. Ils ont soutenu que le langage corporel n'est pas une preuve admissible devant un tribunal pour une raison. Il est intrinsèquement subjectif. Un tic nerveux pourrait signaler la culpabilité ou il pourrait simplement signifier que quelqu'un est sous pression. Un glissement au passé pourrait révéler l'acceptation de la perte ou il pourrait simplement s'agir de la confusion naturelle d'un esprit en deuil. Sans contexte, ont-ils averti, de telles interprétations peuvent faire plus de mal que de bien. Stanton lui-même a admis ses limites. Il a répété à maintes reprises que l'incongruité n'est jamais une preuve. C'est un drapeau jaune, pas un carton rouge. Il l'a comparé à l'alerte d'un chien cadavre, un indicateur que quelque chose devrait être étudié plus avant, pas une preuve en soi. Son mantra était clair. Je n'accuse pas, j'analyse seulement le comportement. Mais dans l'atmosphère fiévreuse entourant l'affaire McCann, ces mises en garde sont souvent restées inaudibles. La phrase « quelque chose ne va pas du tout » s'est détachée de son origine prudente. Pour les sceptiques, c'était une accusation codée. Pour les partisans, c'était une calomnie imprudente. Dans les 2 cas, la nuance était perdue. Le public ne voulait pas d'ambiguïté, il voulait de la certitude. Et la certitude est exactement ce que le langage corporel ne peut pas fournir. Le résultat fut un paradoxe. La retenue de Stanton lui conférait de la crédibilité, mais elle rendait aussi ses mots plus puissants. Parce qu'il n'accusait jamais directement, le public supposait que sa prudence signifiait qu'il retenait la vérité. Parce qu'il n'absolvait jamais les McCann, les défenseurs supposaient qu'il les condamnait discrètement. En essayant de rester neutre, Stanton est devenu un paratonnerre, chacune de ses observations étant amplifiée et déformée au-delà de son contrôle.
Cette controverse a mis en lumière à la fois la force et la faiblesse de la science comportementale aux yeux du public. D'une part, elle a donné aux gens un moyen d'articuler leur malaise, de nommer les signaux subtils qu'ils percevaient mais ne pouvaient expliquer. D'autre part, elle a brouillé la ligne entre l'analyse et l'accusation, entre les signaux et les preuves. Et dans le cas de Madeleine McCann, où les émotions étaient déjà à vif, cette ligne était presque impossible à discerner. Au-delà de la controverse, le travail de Darren Stanton dans l'affaire McCann offre des leçons qui vont bien au-delà d'une famille ou d'un mystère. Ces observations ne concernent pas seulement Kate et Jerry McCann, elles concernent la façon dont nous tous utilisons mal et interprétons le langage du comportement. Pour les gens ordinaires, la leçon est pratique. Stanton nous exhorte à prêter attention aux signes subtils de la vie quotidienne. Le haussement d'épaule fugace qui contredit des mots de confiance. La micro-expression d'irritation qui échappe à un sourire. Le geste d'auto-apaisement lorsqu'une question touche de trop près. Ces signaux ne doivent jamais être lus comme une preuve absolue, mais ils peuvent servir d'alerte précoce, nous incitant à poser des questions plus profondes ou à être prudents lorsque la confiance semble fragile. Dans les relations, les négociations ou les conversations à enjeux élevés, remarquer l'incongruité peut être une forme de protection. Pour les médias, la leçon est une question de responsabilité. L'analyse de Stanton a montré à quel point une phrase prudente peut être amplifiée en un titre qui déforme le sens. Quelque chose ne va pas du tout, n'a jamais été destiné à être un verdict, mais entre les mains des tabloïds, c'en est devenu un. Les journalistes et les diffuseurs doivent se rappeler que le langage corporel est une lentille, pas un marteau de juge. Le traiter comme une preuve concrète, c'est risquer non seulement de désinformer le public, mais aussi de marquer à jamais la vie de ceux qui sont sous examen. Pour les McCann eux-mêmes, la leçon est plus sombre. Leurs interviews, rejouées à l'infini, ont fait en sorte que leurs gestes et leurs paroles perdurent dans la mythologie de l'affaire. Chaque autocontact, chaque lapsus de temps, chaque bras croisé est devenu aussi tenace dans la mémoire publique que les faits de l'enquête. Même si l'innocence est présumée, le résidu de suspicion persiste parce que le comportement humain, une fois analysé, ne peut jamais être effacé de la mémoire. Et pour Stanton, peut-être la leçon est la plus complexe de toutes. Sa carrière lui a appris que le corps résiste à la tromperie, que la vérité s'échappe de manière que nous ne pouvons pas toujours contrôler. Mais elle lui a aussi appris que l'interprétation est périlleuse, que le contexte compte et que la neutralité est presque impossible une fois qu'une affaire captive l'attention du monde. Son travail est à la fois un outil d'introspection et un rappel de ses limites. En fin de compte, la leçon est la suivante. L'incongruité devrait nous faire faire une pause, pas nous condamner. Elle devrait susciter des questions, pas apporter des réponses. Elle nous rappelle que le corps humain raconte des histoires que la voix ne peut pas, mais aussi que ces histoires doivent être lues avec humilité, prudence et conscience des ombres que le chagrin, les traumatismes et la pression peuvent jeter. 17 ans après, la disparition de Madeleine McCann reste l'un des mystères les plus obsédants de notre époque. Malgré d'interminables enquêtes, des suspects changeants et des volumes de dossiers officiels, la vérité n'a jamais été découverte. Dans ce vide, s'est avancé Darren Stanton, non pas comme un détective armé de preuves, mais comme un interprète de signaux humains. Et bien qu'il n'ait jamais accusé, jamais déclaré coupable, ces mots ont remodelé le récit d'une manière irréversible. Quelque chose ne va pas du tout. Avec ces 3 mots, Stanton a cristallisé le malaise que beaucoup ressentaient, mais ne pouvaient nommer. Pour les sceptiques, cela sonnait comme la confirmation qu'ils attendaient depuis des années. Pour les partisans, cela ressemblait à une tâche cruelle sur 2 parents en deuil. Et pour Stanton lui-même, ce n'était qu'un drapeau d'avertissement, une reconnaissance de dissonance, pas une déclaration de culpabilité. Mais une fois lâchée dans le monde, la phrase a pris une vie propre, résonnant dans les titres, les forums et les débats à travers le globe. L'héritage de l'analyse de Stanton n'est pas une affaire résolue, mais un rappel de la fragilité de la ligne entre l'observation et le jugement. Elle révèle le pouvoir du langage corporel, à la fois d'éclairer et d'induire en erreur, de réconforter et de blesser. Elle démontre comment, en l'absence de certitude, les gens s'accrochent aux signaux, aux gestes et aux lapsus comme s'il s'agissait de preuves. Et elle souligne une vérité plus profonde, que la société aspire à une résolution même lorsque la résolution est impossible. Pour les McCann, la conséquence est durable. Leur visage, leurs mots et leurs mouvements
ont été disséqués plus que peut-être n'importe quel parent de l'histoire moderne. Pour Stanton, la conséquence est à double tranchant. Sa crédibilité repose sur sa prudence. Mais cette même prudence a rendu ses mots plus puissants, plus ouverts à l'interprétation et plus explosifs. Et pour le public, la conséquence est une question qui persiste. Pouvons-nous jamais faire confiance à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, ou même à ce que nous ressentons face à une tragédie? La réponse de Stanton est mesurée. Faites confiance aux signaux, mais ne les confondez jamais avec des preuves. Cherchez l'incongruité, mais pesez-la toujours avec le contexte. L'affaire Madeleine reste non résolue, suspendue entre théories, suspicions et questions sans réponse. Mais grâce à Stanton, une vérité demeure. Le corps humain, aussi soigneusement géré soit-il, a sa propre voix. Il murmure dans les gestes, il scintille sur le visage, il se manifeste dans la grammaire et les lapsus. Et ces murmures, troublants, imparfaits, mais impossibles à ignorer, garantissent que ce mystère ne s'estompera jamais complètement. Parce que même lorsque les mots sont polis, même lorsque les récits sont répétés, le corps continue de résister à la tromperie. Et il nous laisse avec l'écho du refrain de Stanton, une phrase qui glace encore après toutes ces années. Quelque chose ne va pas du tout.